En 1938, au cœur des cérémonies culturelles du régime nazi, Joseph Goebbels serre la main d'un Richard Strauss au sourire figé. Autrefois président de la Reichsmusikkammer, Strauss a déjà quitté ses fonctions depuis 3 ans. Mais le pouvoir continue de se servir de son image. À leur côté, Heinz Drewes, discret mais influent, veille. C'est lui qui orchestre ces journées de la musique du Reich à Düsseldorf, vitrine sonore de l'idéologie nationale-socialiste. Ce moment figé en noir et blanc raconte la manière dont la musique, sous l'œil du ministère de la Propagande, devient un outil de contrôle, d'apparat et surtout de manipulation culturelle. Quand on pense au régime nazi, on pense souvent à Hitler. Mais derrière lui, dans l'ombre, un homme a joué un rôle tout aussi crucial, sans jamais se salir les mains directement. Joseph Goebbels. Ni un général, ni un bourreau, il était le ministre de la propagande, celui qui contrôlait les esprits. Sa mission ? Faire en sorte que les Allemands adhèrent aux idées du régime, sans poser de questions. Grâce à ses talents de manipulateur, il a réussi à modeler une société entière, à faire accepter l'inacceptable et à transformer la haine de l'étranger, juifs, mais aussi personnes atteintes de troubles mentaux, tziganes, slaves, noirs ou encore homosexuels, en banalité. Qui était-il ? Comment s'y est-il pris pour que la haine se propage ? Et quelles ont été les conséquences pour la suite de la Seconde Guerre mondiale ? Aujourd'hui, c'est Focus sur Joseph Goebbels. Joseph Goebbels est né en 1897, en Allemagne. Issu d'une famille catholique modeste, il se passionne pour la littérature et la philosophie, et il rêve de devenir écrivain. C'est un intellectuel cultivé, mais aussi frustré, car il ne connaît pas le succès littéraire. Dans les années 1920, il découvre Adolf Hitler et le parti nazi. Il est rapidement fasciné par son charisme. Il rejoint le parti et commence à gravir les échelons. Goebbels est nommé chef de la propagande du parti nazi en 1930. Il est convaincu qu'on peut conquérir les masses par les émotions, les symboles et les images fortes. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, Goebbels devient ministre de la propagande. Ce ministère contrôle tous les médias, la radio, la presse, le cinéma, les livres, le théâtre. Plus rien ne peut être diffusé ou publié sans son accord. Son objectif est simple, faire aimer Hitler, diaboliser les ennemis, notamment les juifs et les communistes, et souder le peuple allemand autour d'une seule idéologie. Il utilise des techniques plutôt révolutionnaires, grands rassemblements spectaculaires, slogans simples, affiches choc, contrôle de l'information, censure. Il comprend aussi très tôt l'importance de la radio, qui devient un outil de propagande de masse. Goebbels est l'un des plus fidèles soutiens d'Hitler. Dans sa jeunesse attiré par une femme non allemande, il finit par choisir le Führer et ses idées, en le suivant vers cette route politique. Il le suit partout, l'admire presque comme un dieu. Il est de même présent dans son cercle intime. À la fin de la guerre, quand tout s'écroule, l'indéfectible bras droit reste à ses côtés dans le bunker à Berlin. Dans son journal 1943-1945, il dira même « Vis-à-vis de moi, le Führer est plus que touchant. Il se soucie avec tant d'affection de ma santé et du bien de ma famille. Il évoque en particulier dans les termes les plus chaleureux ma mère, qui aura 75 ans mardi. » Goebbels était profondément antisémite. Dans ses discours et ses écrits, il parle des Juifs comme d'un poison pour la société. Il justifie les lois anti-juives, les violences et finalement l'extermination. Il joue un rôle actif dans la préparation psychologique de la population allemande à accepter la Shoah. Sans donner d'ordre militaire, il prépare les esprits à ne plus voir les Juifs comme des êtres humains. Pour cela, Goebbels utilise plusieurs méthodes redoutablement efficaces afin de propager son antisémitisme. Non content d'un simple discours haineux, il bâtit une machine de propagande structurée qui agit sur les émotions, les réflexes et la vision du monde des Allemands. Goebbels va insinuer son idéologie dans l'esprit de tous les citoyens à l'aide d'une méthodologie implacable. Contrôle des médias, simplification et répétition des messages, utilisation de stéréotypes et d'images chocs, fabrication d'un ennemi intérieur, lien constant entre antisémitisme et patriotisme, progressivité de la radicalisation. Pour commencer, Goebbels prend le contrôle de la presse écrite, les journaux deviennent des instruments de propagande, de la radio, accessible à presque tous les foyers, de la culture, cinéma, théâtre, édition. Il impose un discours antisémite constant,
dans tous les domaines de la vie culturelle. Goebbels croit à la force de slogans simples, répétés encore et encore, comme « Le juif est notre malheur » ou « Le juif est responsable de la guerre ». La propagande antisémite repose sur des caricatures monstrueuses. Le juif y est représenté avec un nez crochu, une expression sournoise, ou comme une menace sexuelle ou économique. Ces images sont diffusées dans les journaux comme Der Stürmer, dans des affiches, des films. Une des affiches les plus célèbres, largement diffusée, s'intitule « Der ist schuld am Krieg ». En français, c'est lui le coupable de la guerre. Réalisée en 1943 par l'artiste Hans Schweitzer, connu sous le pseudonyme de Mjolnir, elle représente un personnage caricatural. Un homme représenté avec des traits stéréotypés, nez proéminent, expression sournoise, portant un chapeau haute forme et une étoile jaune marquée Jude sur son manteau. Une main gigantesque pointe du doigt l'homme. Elle symbolise l'accusation directe et la désignation d'un bouc émissaire. Le slogan « Der ist schuld am Krieg », c'est lui le coupable de la guerre, renforce le message en désignant explicitement le juif comme responsable de la guerre. Goebbels accuse les juifs d'être responsables de la défaite de 1918, de la crise économique, de la décadence morale et culturelle, du communisme et du capitalisme à la fois, bref, de tous les maux de l'Allemagne. Dans son entreprise de diabolisation, Goebbels n'hésite pas à produire des documentaires comme Le Juif éternel, en allemand Der ewige Jude, sorti en 1940. Ce film vise à présenter les juifs comme inhumains, sales, menteurs et destructeurs. Goebbels n'hésite même pas à faire apparaître ses propres enfants dans ses tournages. Des images de ghettos surpeuplés sont associées à des plans d'animaux nuisibles, comme les rats, pour suggérer une invasion. La voix off explique que les juifs sont responsables de la décadence culturelle, de la criminalité, de la guerre. Les faits sont détournés ou inventés pour provoquer le rejet. Ce film était projeté dans les cinémas à travers toute l'Allemagne et même souvent obligatoire dans les écoles. Aujourd'hui, il est interdit dans de nombreux pays, sauf à des fins éducatives encadrées. Dans la propagande de Goebbels, être un bon Allemand loyal signifie être contre les Juifs. Cela pousse les gens à adhérer non par cruauté, mais par conformisme social et nationaliste. Goebbels ne commence pas par parler d'extermination. Il construit une logique en étapes. D'abord, exclusion sociale et économique, puis marginalisation, isolement et violence. Et enfin, justification de la déportation et de la solution finale. À chaque étape, il prépare les esprits, en rendant les Juifs toujours plus étrangers et dangereux. Goebbels voulait que sa propagande ne semble pas en être une. Résultat, l'esprit critique de la population a été étouffé, avec plus aucun accès à d'autres points de vue. On pouvait lire dans le journal de Goebbels 1939-1942. Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées. Nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. La jeunesse allemande a été élevée dans l'idéologie nazie omniprésente. À l'école, dans les livres, les films, les émissions de radio. Les enfants et adolescents des jeunesses hitlériennes ont grandi en pensant que l'antisémitisme, le culte du chef et la haine de l'étranger étaient normaux, même vertueux. Par peur et par conformisme, beaucoup d'Allemands ont intériorisé leurs inquiétudes. Peur de parler, peur d'aider, peur d'aller contre le régime. Cela a mené à un climat de suspicion et de délation. Les gens préféraient se taire ou suivre le mouvement. La propagande nazie a aussi trouvé des relais à l'étranger, surtout dans les années 1930. Certains milieux conservateurs ou antisémites dans d'autres pays ont été influencés par l'image d'une Allemagne forte et restaurée. De plus, Goebbels a aussi utilisé la propagande pour dissimuler la réalité. On parlait de réinstallation ou de travail à l'Est pour masquer les déportations vers les camps de la mort. À cause de la propagande, les pires crimes ont pu être commis dans une forme d'impunité morale. Les soldats et bureaucrates impliqués dans les déportations ou les exécutions se sentaient souvent justifiés. L'une des pires conséquences, c'est que la propagande a préparé et légitimé la conférence de Wannsee, qui a conclu à la solution finale, soit l'extermination des Juifs d'Europe. Des millions d'Allemands ont fini par accepter ou ignorer la déportation et le meurtre de masse des Juifs. Cela a aussi contribué à l'inaction ou l'indifférence de la majorité de la population, y compris lorsque les trains de déportation passaient sous leurs fenêtres. En 1945, alors que l'Allemagne est en ruine et que les troupes soviétiques arrivent à Berlin, Goebbels reste avec Hitler dans le bunker. Après le suicide d'Hitler, il devient brièvement chancelier, mais cela ne dure qu'un jour. Le 1er mai 1945, il tue ses 6 enfants aidés par sa femme, puis ils se suicident ensemble.
Il emporte ainsi dans la mort ce qui lui reste de sa vision du monde. Même si Joseph Goebbels n'a pas commis de meurtre lui-même, ses mots, ses discours et ses mensonges ont contribué à rendre possible l'un des plus importants crimes de guerre jamais commis, la Shoah. Il a conditionné une société entière à accepter l'inacceptable. Et ces outils de propagande ont été des armes psychologiques de destruction massive qui ont rendu normale la déshumanisation et l'extermination d'êtres humains aux yeux de tout un peuple. Son histoire nous montre à quel point la parole et l'image peuvent être des armes puissantes. Étudier Goebbels, c'est comprendre comment une dictature se construit, comment les médias peuvent manipuler et pourquoi il est essentiel de développer un esprit critique, aujourd'hui plus que jamais. L'histoire de ce sombre travail a été mise en image dans le biopic sorti en février 2025 en France, La Fabrique du mensonge, qui retrace la propagande nazie orchestrée par Joseph Goebbels.